En 1859, Teresa Bajoli Sickles est devenue le centre de l'un des scandales les plus choquants des États-Unis. Elle avait une liaison avec Philip Barton Kidd II, et lorsque son mari, Daniel Sickles, découvrit la vérité, il abattit son amant en plein jour. Philippe était une personnalité notable et son meurtre en public déclencha un procès sensationnel qui captivait la nation et allait changer à jamais l'histoire du droit. Teresa Bajoli est née à New York en 1836, bien que le jour et le mois exact soient inconnus. Son père était Giuseppe Antonio Bajoli, un riche compositeur et directeur d'opéra d'origine italienne. Il était le chef d'une troupe d'opéra italienne qui a visité New York en 1832. Pendant qu'il était là, il a rencontré le célèbre librettiste devenu professeur de musique Lorenzo da Ponte. Alors qu'il commençait à fréquenter davantage la famille da Ponte, il fit la connaissance de Maria, probablement la fille adoptive de Lorenzo, bien que certaines sources affirment qu'elle était le fruit d'une liaison extra-conjugale. À cette époque, Giuseppe avait la trentaine bien entamée, tandis que Maria était à peine une adolescente. Malgré cela, leur relation fut tolérée et ils se sont très probablement mariés en 1834, alors que Maria n'avait que 15 ans. Teresa est née 2 ans plus tard. Teresa grandirait dans un environnement profondément musical et cosmopolite, passant une grande partie de sa jeunesse chez son grand-père, Lorenzo da Ponte, qui avait travaillé avec Wolfgang Amadeus Mozart des décennies plus tôt. Entourée d'artistes, de langues et d'idées, elle était décrite comme très intelligente, et à l'adolescence, Teresa parlait plusieurs langues et jouait de plusieurs instruments de musique avec aisance. Mais ce monde cultivé et façonné avec soin ne la protégerait pas longtemps, car, comme nous allons bientôt le voir, elle attirerait l'attention d'un homme dont le nom la rendrait infâme. Au début des années 1850, alors que Teresa entrait dans l'adolescence, elle était déjà remarquée pour sa beauté saisissante et son charme grandissant. Puis, en 1851, elle rencontra Daniel Sickles, mais ce n'était en réalité pas leur première rencontre. Daniel est né le 20 octobre 1819 et était le fils d'un avocat new-yorkais et homme politique local. Daniel était également devenu avocat, bien que, à la fin des années 1830 et au début des années 1840, il ait travaillé dans l'industrie de l'édition de la ville. Cela l'a mis en contact avec des personnalités culturelles comme Lorenzo da Ponte et Antonio Bajoli, qui ont fait publier certaines de leurs annotations musicales. Il était également ami avec le fils de da Ponte, un professeur basé à New York. Malgré son succès ultérieur au début de la vingtaine, ses parents pensaient pendant qu'il était instable et avait besoin de conseils, et il aurait été placé dans la maison de l'érudit Lorenzo da Ponte, où il a étudié le français et l'italien. On dit qu'il y a vécu pendant environ 1 an à la fin des années 1830 alors qu'il avait environ 20 ans et que Teresa était encore un nourrisson. Comme mentionné, ils se sont retrouvés des années plus tard, en 1851, et à ce moment-là, Daniel s'était imposé comme homme politique local à l'Assemblée de New York. Daniel est vite tombé amoureux de Teresa et lui a rapidement demandé sa main. Mais même avec sa position sociale et sa longue relation avec sa famille, les Bajoli ont d'abord refusé de donner leur consentement. Sans se laisser décourager, Daniel a épousé Teresa lors d'une cérémonie civile le 17 septembre 1852 et l'union a ensuite été officiellement reconnue lors d'une cérémonie religieuse après que sa famille a donné son accord. Il n'est pas tout à fait clair quelle était exactement la différence d'âge entre eux. On considère généralement que Daniel est né en 1819, bien qu'il ait plus tard affirmé être né en 1825, probablement pour minimiser l'écart d'âge évident entre lui et sa jeune épouse. Si l'on accepte la première date, il avait presque 33 ans tandis que Teresa aurait eu environ 16 ans au moment de leur mariage, une union qui allait bientôt sombrer dans le scandale. Le mariage de Daniel et Teresa a débuté de façon conventionnelle. Teresa a donné naissance à une fille qu'ils ont appelée Laura Buchanan à la fin du printemps 1853. Il est difficile de savoir s'ils soupçonnaient de compte que Teresa était enceinte lors de leur mariage en septembre précédent, mais il est probable qu'ils prévoyaient déjà de se marier. Ainsi, ce n'était pas, pour ainsi dire, un mariage réparateur. Au-delà de cette apparence initiale de normalité conjugale, le mariage a été troublé dès le début. Daniel était un coureur de jupons lorsqu'il a épousé Thérèse en 1852 et des rumeurs circulaient à propos de ses actions. Il avait autrefois été censuré par l'Assemblée de New York pour avoir fréquenté une prostituée connue et l'avoir amenée dans la salle de l'Assemblée.
Les spéculations augmentaient du fait de ses fréquentes absences de la maison. Peu après la naissance de Laura, Daniel est parti à l'étranger pour une délégation commerciale en Grande-Bretagne au nom du gouvernement du président Franklin Pierce. Il avait emmené avec lui en Angleterre la même prostituée de New York, Fanny White, et la même présentée à la reine Victoria à Londres. Après son retour au pays, il a été élu à la Chambre des représentants des États-Unis en 1856 et a pris son siège l'année suivante. À ce moment, Daniel et Teresa ont déménagé à Washington, D.C., près de Lafayette Square, au cœur de la vie politique. Là, Teresa est rapidement devenue une figure marquante de la haute société, reconnue pour sa beauté, son charme et ses talents d'hôtesse, gagnant même le surnom de reine de la société de Washington. Ensemble, ils semblaient former le couple parfait, mais en coulisses, les liaisons répétées de Daniel racontaient une toute autre histoire. Puis, en mars 1857, lors de l'investiture du président James Buchanan, Teresa fit la connaissance d'un homme grand et élégant nommé Philip Barton Key, deuxième. Philip était le fils de Francis Scott Key. François était un poète et avocat américain bien connu. Son plus grand titre de gloire fut d'avoir écrit le poème intitulé « La défense de Fort McHenry », une œuvre nationaliste vibrante qui raconte la défense du fort McHenry à Baltimore, dans le Maryland, par les Américains contre les Britanniques pendant la guerre de 1812. Nous connaissons tous ce poème aujourd'hui, même si très peu d'entre nous l'ont déjà entendu appeler ainsi. Il a ensuite été mis en musique et est aujourd'hui connu sous le nom de La bannière étoilée. À Washington, Philippe et Thérèse fréquentaient défunt les mêmes cercles sociaux, et ils se voyaient assez souvent lors de réunions et d'événements où ils se sont progressivement rapprochés. Comme Daniel était souvent absent pour des affaires politiques, Thérèse assistait régulièrement à ces événements seule, mais Philippe n'était jamais loin d'elle. Encore très jeune et de plus en plus isolée, elle semble avoir perdu ses illusions sur son mariage. Au printemps 1858, époque à laquelle les Sickles vivaient à Washington depuis environ un an, son amitié avec Philippe s'est transformée en liaison. Philippe était une personnalité influente à Washington, procureur des États-Unis pour le district de Columbia. Il est né en 1818 et avait 18 ans de plus que Thérèse, qui à cette époque avait environ 22 ans. Philippe était également veuf avec 4 enfants et était largement considéré comme l'un des hommes les plus séduisants de la ville. La liaison entre Philippe et Thérèse a duré près d'1 an, en grande partie à l'abri des regards du public. Pourtant, malgré leurs efforts pour garder le secret, l'attachement grandissant de Philippe devint difficile à dissimuler. Eh bien, on le voyait souvent s'attarder près de chez elle ou apparaître partout où elle pouvait se trouver. Les deux se rencontraient donc fréquemment, parfois dans la rue ou dans sa calèche, et finirent par organiser des rencontres plus privées. Philippe a même loué une petite maison à quelques minutes de la résidence des Sickles où le couple pouvait se retrouver en secret. En passant devant la maison de Teresa, Philippe faisait un signe avec son mouchoir, et si Teresa lui répondait de la même manière, il se retrouvait dans cette petite maison. Mais c'est précisément ce signal qui allait finalement causer sa perte. Malgré leur tentative de garder la relation secrète, Daniel fut informé par une lettre anonyme qu'il reçut le 24 février 1859 que sa femme avait une liaison. Fou de rage, Daniel a demandé des explications à Teresa. Elle a d'abord nié la liaison, mais sous la pression, elle a craqué et a rédigé une confession écrite détaillée décrivant ses rencontres avec Philippe. Par la suite, il l'a forcée à promettre qu'elle ne le reverrait jamais. On ignore qui a envoyé la lettre à Daniel, mais la relation entre Teresa et Philippe était connue du personnel de la maison Sickles. Il pourrait donc s'agir de quelqu'un ayant simplement vu Philippe aller et venir. Ce que nous savons avec certitude, c'est que Philippe Barton Key II a été assassiné seulement 3 jours plus tard, le 27 février 1859 à Lafayette Square à Washington, D.C. Lafayette Square est maintenant appelé President's Park. Ce jour-là, Daniel Sickles a vu Philip Key devant sa maison sur la place et a cru qu'il agitait son mouchoir, faisant signe à Teresa de sortir. Philippe était anxieux car il n'avait pas eu de nouvelles de Teresa depuis plusieurs jours et avait loué une chambre au Cosmos Club, qui se trouvait de l'autre côté de Lafayette Square, juste en face de la résidence des Sickles. Malheureusement pour Philippe, il ignorait que la liaison avait été découverte et, alors qu'il attendait sur la place, exposé et sans méfiance, Daniel s'est armé de plusieurs pistolets et s'est préparé à l'affronter. Selon un témoin oculaire proche des événements et l'avocat Samuel F. Butterworth, lorsqu'il a vu Philippe dehors, Daniel est sorti en trombe et s'est approché de Philippe.
Il a alors crié « Espèce de vaurien, tu as déshonoré ma maison. Tu dois mourir. » Philippe a répondu « Pourquoi ?» Puis Daniel a sorti une arme à feu et a tiré sur Philippe. La première balle a effleuré la main de Philippe, après quoi une bagarre a éclaté. Les deux hommes se sont battus, pendant que Daniel Sickles a réussi à tirer un autre coup qui a touché Philippe sous l'aine. Blessé, Philippe tituba et tenta de se cacher derrière un arbre proche. En faisant cela, il cria « Au meurtre, ne me tuez pas !» Cependant, Daniel avait bel et bien l'intention de le tuer et il s'approcha pour tirer deux autres coups à bout portant. L'un de ces coups n'est pas parti, mais l'autre a touché Philippe en plein dans la poitrine, provoquant une blessure mortelle. Daniel s'est enfui tandis que Philippe a été traîné dans une maison voisine où il est mort peu après. Plus tard dans la journée, Daniel a été arrêté après s'être réfugié chez le procureur général Jeremy S. Black, mais il ne serait pas détenu dans les conditions auxquelles on pourrait s'attendre. L'arrestation de Daniel Sickles a fait sensation à Washington. Bien qu'il ait été détenu dans une prison tristement célèbre, infestée de rats, ses propres conditions étaient loin d'être ordinaires. Il jouissait de privilèges rares, comme des repas de chez lui, une chambre chauffée, et recevait sans cesse familles et personnalités en vue de la société washingtonienne. Alors qu'il était en détention, les journaux du pays se sont emparés de l'affaire, exposant le scandale dans les moindres détails. Lorsque le procès a débuté le 4 avril, une foule immense s'est rassemblée à l'extérieur. À la fin des années 1850, Sickles était un homme suffisamment riche et il avait engagé une équipe redoutable de 8 avocats pour le défendre, dirigée par James Brady, un avocat basé à New York, réputé pour intimider les témoins. À l'inverse, l'accusation était dirigée par Robert Auld, un avocat aux capacités limitées. Sickles était un homme politique populaire, et lors de la sélection du jury, on estimait que 72 des 75 personnes envisagées pour faire partie du jury pouvaient potentiellement être favorables à l'accusé. Lorsque le procès a commencé, la défense a exposé son dossier d'une manière inhabituelle. Ils ont affirmé que Sickles ne pouvait pas être tenu responsable de ses actes parce qu'il avait temporairement perdu la raison à cause de la liaison de Philip Key avec sa femme. Comme l'a dit John Graham, l'un des avocats de Daniel, s'il était dans un état de fureur extrême, était-ce vraiment un excès de passion pour un homme qui voyait devant lui l'impitoyable et inflexible séducteur de sa femme ? Au fur et à mesure que cet argument de folie temporaire se développait, une situation étrange s'est installée où le défunt Key est presque devenu l'accusé au tribunal, tandis que Sickles était présenté comme la victime. La défense a renforcé son dossier en présentant la confession écrite de l'épouse concernant la liaison, espérant mieux justifier les actes de Daniel. L'accusation a riposté et le document a finalement été jugé irrecevable. Sans se laisser décourager, Sickles a pris les choses en main en divulguant la confession à la presse, où elle a été publiée dans son intégralité, exposant la vie privée de Teresa et intensifiant la frénésie autour de l'affaire. Un autre moment clé a eu lieu lorsqu'un médecin a témoigné à la barre. L'effondrement psychologique de Daniel à la suite des révélations sur l'infidélité de Teresa avait été si profond qu'il craignait que Daniel ne se remette jamais de la folie qui l'avait poussé à tuer Philip Key. Teresa était calomniée et vilipendée dans la presse quotidiennement pendant le procès, et elle évitait de se montrer en public. Lorsque les délibérations au tribunal se sont terminées, le 26 avril, le juge a rappelé au jury qu'il fallait garder à l'esprit que 3 jours s'étaient écoulés entre le moment où Daniel avait appris la liaison de Teresa, le 24 février, et celui où il avait tué Philippe, le 27. Il montrait clairement les faiblesses de l'idée que le meurtre était un crime passionnel. Daniel avait 3 jours pour se calmer. Le fait qu'il ait tué Philippe à la fin de ces 3 jours suggérait un meurtre prémédité. Le jury en a décidé autrement. Au bout d'une seule heure, le jury est revenu et a déclaré que la défense de folie passagère de Sickles était fondée. Ils l'ont acquitté. Ce soir-là, Daniel a organisé une immense fête à Washington, à laquelle ont assisté 1500 personnes pour célébrer sa libération. Les suites du procès furent aussi étranges que les faits antérieurs, et ceux survenus pendant. Teresa et Daniel se sont momentanément séparés, sans divorcer. Teresa a été violemment attaquée dans la presse et a été rejetée par la haute société de la côte Est, tandis que Daniel a repris sa place au Congrès. Tout cela pousse à se demander si les gens ont vraiment compris qui était le meurtrier. Finalement, le couple s'est quelque peu réconcilié, une décision qui a suscité encore plus d'indignation dans la presse. Ensuite, leur histoire sensationnelle est vite tombée dans l'oubli.
Abraham Lincoln a été élu président des États-Unis en novembre 1860. Un mois plus tard, la Caroline du Sud est devenue le premier État à faire sécession de l'Union, et la guerre de sécession a éclaté en avril 1861, lorsque les États confédérés d'Amérique ont commencé à tenter d'expulser les forces de l'Union du Sud. Ainsi, le procès de 1859 a disparu de la mémoire collective. Quoi qu'il en soit, Daniel Sicluz avait maintenant l'occasion de réhabiliter sa réputation. Il est devenu officier dans l'armée de l'Union et a combattu dans plusieurs des batailles les plus importantes de la guerre. Au début du mois de juillet 1863, il a participé à la bataille de Gettysburg. Lors de l'affrontement, un boulet de canon a mutilé sa jambe droite. La jambe a été amputée et envoyée au musée médical de l'armée à Washington. Les os sont encore exposés au musée national de la santé et de la médecine à ce jour. Après le scandale, Teresa s'est en grande partie retirée de la vie publique et son mariage n'a jamais été le même. Elle a passé la majeure partie de ses dernières années à New York, où elle est décédée à Brooklyn le 5 février 1867 de la tuberculose. Elle n'avait que 30 ou 31 ans. Malgré le scandale survenu des années plus tôt, ses funérailles à Greenwich Village ont attiré beaucoup de monde grâce aux relations de sa famille. En 1869, Daniel a été nommé ministre des États-Unis en Espagne, et certaines rumeurs prétendent même qu'il aurait eu une liaison avec la reine exilée Isabelle II. À Madrid, il a ensuite entamé une relation avec une femme franco-espagnole nommée Caramina et ils se sont mariés en 1871. Le couple a eu 2 enfants ensemble. Après être rentré chez lui en 1880, il a occupé de nombreux postes à New York et est même brièvement retourné au Congrès pour un mandat de 2 ans, entre 1893 et 1895. À cette époque, la fille qu'il avait eue avec Teresa était décédée. Les deux s'étaient éloignés et Laura, qui était alcoolique, est décédée en 1890 à seulement 38 ans. Daniel Sicluz vivra une longue vie et mourra à l'âge de 94 ans en 1914. Dans un dernier détail révélateur, il reste le seul commandant supérieur de la bataille de Gettysburg sans statut, une absence qui reflète l'ombre projetée par le scandale, le procès et le meurtre qui ont défini son héritage. Merci à tous d'avoir suivi l'histoire de Teresa Baggioli Sicluz. J'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous voulez plus de contenu comme celui-ci, faites-le moi savoir également dans les commentaires. J'espère que vous êtes abonnés et que les notifications sont activées pour recevoir toutes mes vidéos dès leur publication. Voilà, c'est tout pour moi, à bientôt dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.